En avril, il n'y a plus de neige. Non, mais je crois qu'elle a encore. Je parle de quoi? Ce qui m'a particulièrement frappé, disons le thème qui m'a particulièrement frappé, c'est le thème qui fait l'objet de la citation au tout début du film du poète israélien Dan Pagis. C'est ce thème justement de l'entre-deux. L'entre-deux, le fait de vivre entre deux langues, entre deux pays dont Nourrit parle. Et on voit bien aussi que cet entre-deux est exprimé dans le fait que le film est en français pardon, et en hébreu, et que Nourrit n'a pas demandé à ses interlocuteurs, ils parlent tous l'anglais, en fait de parler en anglais. Elle aurait pu très bien le faire, ne serait-ce que pour des raisons... de ne pas parler en anglais. Oui, justement. Elle aurait pu très bien le faire, ne serait-ce que pour des raisons commerciales, mais elle ne l'a pas fait, justement, pour préserver cet entre-deux. Donc, j'ai trouvé que donc c'est ça le thème, il me semble, ou en tout cas un des thèmes essentiels de ce film. Et le film, en fait, lui-même est un film entre deux genres. Le film lui-même est un entre deux genres, entre le genre du mémoire autobiographique et le documentaire scientifique. Et alors, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le fait que je ne savais pas si finalement tu utilises le discours scientifique sur le cerveau pour comprendre quelque chose sur la nature de ton passé, de ta mémoire, de ton expérience, ou bien si au contraire tu t'utilises toi-même pour mieux illustrer le propos de ces scientifiques. Et donc là j'ai eu une hésitation justement parce que, à mon avis, le film... oui, oui. Si tu veux m'interrompre, non, pas du tout, mais j'ai dit, je peux répondre. Ok, mais donc le genre même du film, me semble-t-il, est entre deux, entre deux genres, entre le subjectif biographique, autobiographique d'un côté, et le scientifique objectif de l'autre. Donc ça, c'est sur le plan artistique, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce film. En tant que sociologue, je prends du recul par rapport à ce film et je me demande quel type de discours finalement sur le moi il propose, puisqu'il s'agit d'une artiste, Nourrit, qui nous raconte quelque chose sur elle et qui utilise un discours scientifique pour qu'on la comprenne, pour qu'elle se comprenne elle-même. Et ça, c'est tout à fait, je dirais, mon domaine, parce que mon domaine d'analyse, c'est précisément la façon dont les discours sur le moi changent historiquement. Et donc, tu nous proposes une sorte je dirais, d'imaginaire, de langage pour la compréhension de soi-même, un langage pour comprendre la grammaire des émotions et des sensations. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Quand il parle, quand tu fais dialoguer ton expérience avec ces scientifiques, il s'agit de nous proposer en fait une grammaire. Tu as utilisé le mot poétique, moi je dirais une grammaire pour la compréhension de toi-même. Alors, donc, en tant que sociologue de la culture et de l'intériorité, je dirais, du moi, je me posais la question de savoir qu'est-ce que c'est ce type de récit que Nourrit propose, cette façon nouvelle qu'on a de se comprendre. En Occident, par exemple, on a eu d'autres langages du moi, bien évidemment. Le langage augustinien, par exemple, le langage de l'intériorité de Saint Augustin, c'est un langage qui voit dans le corps la source du péché, un langage qui, pour utiliser le mot du grand historien Peter Brown, un langage qui fait de la sexualité le lieu de l'exercice de la volonté, et qui en fait de la volonté pure l'expression même de l'intériorité. C'est un langage
où la volonté doit faire en sorte que le moi reflète un cosmos moral qui est en dehors de lui, qu'il doit intérioriser. Alors il y a aussi un autre langage qui a été très important, qui est encore avec nous, un langage donc pour faire sens, pour comprendre le moi, qui est le langage de l'intériorité qui nous a été donné par la psychanalyse, la psychologie, la thérapie, etc. Alors je sais qu'évidemment qu'il y a des différences entre différentes écoles, mais en tant que sociologue, encore une fois, de la culture et du moi, je ne vais pas faire trop de distinctions. Et alors ce langage, je dirais que sa spécificité, c'est qu'il a substitué la métaphore de l'âme pour celle de la psyché. On ne se comprend plus tellement en tant qu'âme, on se comprend en tant que psyché aujourd'hui. Et se comprendre en tant que psyché, ça a, encore une fois, des conséquences assez importantes sur la façon que nous, modernes, avons de nous comprendre. Alors, par exemple, l'âme présuppose une hiérarchie interne des facultés, une hiérarchie bien sûr qui est morale et qui reflète la hiérarchie du cosmos, mais la psyché réfère plutôt une histoire privée, une histoire individuelle, individualisée, qui est structurée non pas par le bien et le mal, mais plutôt par une histoire particulière qui commence pendant l'enfance et que le sujet va découvrir donc progressivement au cours de sa vie. Donc pour parler comme Deleuze, je dirais que la psyché existe sur un plan d'immanence, toutes les émotions et les désirs sont équivalents, alors que dans la métaphore de l'âme, l'âme réfère plutôt à une transcendance. Une autre différence entre l'âme et la psyché, c'est le statut du corps. Dans la métaphore de l'âme, le sujet doit se libérer de son corps et c'est l'âme qui doit guider le corps, alors que dans la métaphore de la psyché, le corps, au contraire, je dirais, échappe au psychique, puisqu'on parle de douleur psychosomatique, de somatisation, ce qui veut dire que le corps traduit en quelque sorte la psyché et est souvent en fait en harmonie avec elle. Je vais vous donner encore deux autres exemples et je vais m'arrêter là, de la différence entre la métaphore de l'âme et de la métaphore de la psyché. C'est que c'est la façon dont elle cherche la vérité. Pour l'âme, la vérité est objective, elle est inscrite dans le cosmos ou dans une loi révélée, alors que pour la psyché, la vérité est à découvrir. Elle est au sein du sujet lui-même, et il ne la connaît pas d'avance, cette vérité. Et finalement, on peut prendre aussi l'exemple du changement de soi. Dans la métaphore de l'âme, on peut changer tout à coup. Par exemple, Saint-Augustin, Paul, etc. Ont des conversions par révélation. Ils ont une épiphanie et puis ils voient tout à coup la vérité. Alors que dans la métaphore de la psyché, le changement est le fruit, je dirais, d'un long travail. Le mot d'ailleurs, travail, dit tout. Alors, dans ce film, dans ce très beau film de Nourrit Aviv, tu proposes donc une autre métaphore, qui est une métaphore qui est très dominante aujourd'hui, enfin qui devient de plus en plus dominante dans beaucoup de cultures occidentales, et qui est qu'on passe, on passe de l'âme à la psyché et de la psyché au cerveau. Et donc il s'agit en fait de mettre au centre de cette compréhension de nous-mêmes le mot de cerveau. Alors pour moi, je vois le cerveau comme une métaphore. Je sais bien qu'on a un cerveau, mais c'est une métaphore qu'on va faire travailler, on va lui faire dire des choses. Donc ce n'est plus l'inconscient et son labyrinthe de pulsions qui définissent la mémoire, l'angoisse, l'imagination ou le désir, mais des circuits neuronaux qui vont expliquer tout ça. Et c'est donc ce que ce film, entre autres, fait très bien, encore une fois. Alors, la question que je voudrais te poser pour commencer, c'est une question qui est très au film et qui est un peu en dehors du film. Est-ce que tu penses que effectivement cette métaphore du cerveau peut donner un sens à notre expérience? Moi, en tant que sociologue, je suis weberienne. Et Weberienne, c'est le grand sociologue qui a posé la question la possibilité ou l'impossibilité de la science
à donner du sens à l'existence. L'idée, c'était un tout grand pessimiste parce que Weber pensait que justement, une des raisons pour laquelle dans la modernité on donnait plus de sens à l'expérience, c'était à cause de l'impérialisme de la science et que le discours scientifique en tant que tel ne pouvait pas donner du sens à notre existence. Si je compare au modèle freudien, par exemple, qui est sans doute scientifiquement inférieur à la recherche sur le cerveau, mais c'est un discours qui a quand même... parce qu'il n'y a pas de machine, c'est pour ça que je dis inférieur. Il n'y a pas de machine et de technologie. Alors, mais ce que je veux dire, c'est que le discours freudien, il a l'avantage d'être à la fois laïque et religieux, c'est-à-dire de donner du sens, dans le sens que c'est un discours qui parle encore d'interdits, de contradictions, de conflits à l'intérieur de soi, de désirs inassouvis, et de la capacité à rédimer son existence en quelque sorte par la connaissance de soi-même. Et donc le discours freudien, c'est un discours qui propose une structure narrative au moins. Une structure narrative, c'est-à-dire une histoire. On va avoir une histoire qu'on va vouloir raconter, une histoire qui va avoir un but, un télos, et c'est ça qui va donner en quelque sorte au sujet le sentiment que son existence a un sens, et de se raconter cette histoire. Alors, je me demande en général si la recherche sur le cerveau peut proposer, comme ton film le propose. Ton film, ce film est remarquable parce qu'en fait, il propose un programme de connaissance de soi-même par l'intermédiaire de discours sur le cerveau. Moi, je dois dire qu'il m'a beaucoup étonnée parce que je pensais, comme beaucoup de gens, que le discours sur le cerveau, qui est souvent mécanique et réducteur, qui ne pouvait pas justement se substituer au discours freudien qui donnait du sens. Mais ton film donne le sentiment qu'il peut être un type de discours, un discours de ce type-là. Donc ma première question, c'est: est-ce que ce film a été pour toi une façon de mieux te connaître et de te comprendre? Est-ce que c'est une forme, ça a été une forme d'auto-analyse pour toi? Est-ce que tu penses que le discours sur le cerveau peut servir à l'autocompréhension et à l'auto-analyse? Pour moi, c'est vraiment pas l'un ou l'autre. C'est vraiment l'un et l'autre. Et je crois qu'absolument il y a l'inconscient. Et ce qui est bien, qu'on s'est remis, lui, il dit au moins qu'on utilise les deux mots dans deux domaines différents, mais que ça ne veut pas dire la même chose. Je crois qu'on peut avoir une entrée par là, et c'est plutôt Spinoza que j'aurais appelé en disant que on peut voir la réalité par cette entrée-là, ou une autre entrée. C'est vraiment pas contre les autres, mais c'est deux manières de regarder. Je ne suis pas allée chercher la vérité sur moi, certainement pas côté neurosciences, vraiment pas. Et je crois que déjà les points de départ étaient parler de certaines choses qui m'intéressent, sur lesquelles j'ai travaillé dans le film précédent, et que je voulais savoir qu'est-ce qu'ils peuvent me dire en plus pour élargir peut-être un peu l'imaginaire, mais en sachant très bien qu'on ne sait pas encore grande chose et qu'il n'y a que des bribes, et face à ces bribes-là, il y avait des bribes de mon propre histoire. Donc c'est plutôt l'un et l'autre. Pardon? L'un et l'autre. Pour moi, c'est l'un et l'autre, mais c'est deux rentrées différents. Et je crois que le mieux, ce que je pouvais faire, c'était les cadeaux que j'ai eus et qui étaient mon propre symptôme, et que j'ai eu après que je fais le film d'une langue à l'autre, et quand par hasard j'ai eu mon symptôme sur la langue, et que ces symptômes, je l'ai dit dans le film, ils se réveillent par l'odeur, mais ils se réveillent par la pensée sur les symptômes. Là, on parle et ma langue picote. C'est-à-dire qu'il y a deux entrées, et l'une, c'est les molécules, comme il dit, d'odeur, et l'autre, c'est la pensée, et qui provoque quelque chose du même ordre. Quand j'ai mis mon propre cerveau dans la machine, je savais à l'avance qu'il ne pourrait rien me dire, mais rien par rapport à mon propre symptôme. On m'a dit que peut-être, ils vont trouver la représentation de la langue, mais c'est même pas la représentation de la langue, la représentation de mouvement de la langue. Et c'était vraiment peut-être, parce que jamais on leur a demandé, c'est l'Institut Weizmann,
Ils ont jamais, personne leur a demandé de trouver la langue dans le cerveau. Et que là, ils ont fait 3 essais. Et Dieu merci, la 3e fois, bon, on a vu quelque chose, elle pouvait me dire, là c'est le mouvement de ta langue, là. Et après, elle descend le truc. Elle dit là c'est ta langue. Donc on comprend qu'il y a la représentation de la langue et la langue. Et je trouve que c'est une blague. Et c'est une blague, pour moi c'est une blague tout autour. Déjà c'est une blague, le vide freudien. C'est une blague d'avoir un truc sur la langue quand tu fais des films sur la langue. Ça je trouve ça vraiment. C'est-à-dire je ne pouvais pas trouver mieux. Et qui était déjà. Et après c'est une blague quand elle ouvre et ferme mon cerveau. Il n'y a ni l'âme, ni la psyché, ni rien. Il y a juste des images et des images que je trouve belles. J'étais très contente d'avoir de belles images de mon cerveau. Et en fait, j'avais envie de trouver quelqu'un, un neuroscientifique, un professionnel de l'image, de l'imagerie, qui va me parler qu'est-ce que c'est l'image. Mais je n'ai pas trouvé, j'imagine qu'il y a, mais je n'ai pas trouvé, d'aller vers qu'est-ce que c'est l'image. Parce qu'en fait, c'est quoi? C'est pas. Elle ne dit rien, elle dit des choses aux gens. Et ils disent, eux, ce que ça leur dit, je trouve extraordinaire. Ce que raconte Laurent Cohen, pour moi, c'est extraordinaire. Qu'il y a, si c'est vrai, en plus, je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'ils me disent des choses. Non, je reçois ça comme des textes, qu'eux, ils interprètent aujourd'hui comme ça, et que dans quelques années, certainement, ils vont dire que tout est faux, ils vont interpréter autrement. Non, mais c'est très bien, c'est des textes à interpréter. Comme mes autres films, c'est des textes. Et en plus, ils sont un peu mythiques, hein, parce que bon, on parle de choses formidables, qui pour moi, c'est vraiment formidable, et c'est là que je trouve la politique. C'est-à-dire que quand on me dit qu'un enfant arrive au monde et qu'il distingue toutes les sons de toutes les langues du monde, et que pour parler, il doit perdre cette capacité, bon, que pour parler, il faut perdre. Je trouve ça extraordinaire, sur la perte, donc ça me fait. Mais tous parlent de la perte. C'est que la perte de mémoire, la mémoire non est parfaite, c'est ça qui permet l'imagination. C'est extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est toujours que la perte permet autre chose. Et ça, tout au long, ils le disent tous. Et c'est des sujets qui... Je fais un film qui s'appelle Perte, donc je fais des films sur la langue. Et l'histoire de la lecture. Déjà, je trouve que Laurent Cohen, ce qu'il me raconte, c'est extraordinaire, parce qu'il raconte son grand-père, parce que je demandais comment il est devenu, donc il raconte son grand-père. Il énumère toutes les langues que les grands-pères ont parlé. Et en fait, comme ça, il a fait vraiment les liens avec tous mes 3 films sur la langue. Hein. Parce que je fais 3 films, je dis, waouh, c'est génial. Et c'est lui qui fait les liens avec mes films précédents. Et en plus, bon, il dit son excitation de rentrer à la maison avec une grammaire sumérienne, une grammaire kurde. Jamais on a entendu kurde et sumérien ensemble. Déjà, attendre les 2 mots grammaire sumérien, il rentre, il est très excité. Après, il continue de s'intéresser de la langue et il trouve un endroit qu'au millimètre près, il paraît, il me dit, je les crois pour le moment, et que n'importe quel être humain, quand il apprend à lire, n'importe quel âge, il a 3 ans, il a 30 ans, il a 60 ans, c'est un endroit qui n'existe pas génétiquement et qu'au moment où on va apprendre à lire, va se créer un endroit entre la reconnaissance du visage et la reconnaissance d'objets, juste entre les deux, va se créer pour n'importe quel être humain cet endroit qui va reconnaître les lettres. Bon, si Dieu existe, peut-être il est là, dans cet endroit-là. Non mais bon, je ne crois pas en Dieu, mais s'il existe, il est là. Et dans le film précédent, il y a une poétesse qui a dit que dans la tradition juive, le Messie, il est dans cette lettre même de fin, même sophique, même de la fin en hébreu, et le Messie, il est dans cette lettre-là, de M, et il attend pour sortir, dans une petite lettre hébraïque. Donc je me suis dit, bon, le Messie dans la lettre hébraïque, et Dieu est peut-être dans cet endroit, peut-être, hein. Et c'est pour ça que pour moi c'est poétique. Et en plus il me dit, oui, mais on reconnaît moins bien les visages. Donc quand on apprend à lire, hop, on reconnaît moins bien les visages. C'est-à-dire on est encore dans la perte, où on gagne un truc, on perd un truc. Moi ça me va. Je veux dire,
C'est là-dessus que je fais le film. Non, pour moi. Hein. Je fais les films là-dessus. Bon, mon symptôme, il a aidé parce que comme c'est sur la langue et comme c'est sur l'odeur, je suis allée voir ces types sur l'odeur qui racontent des histoires abracadabrantes. Parce que vraiment, c'est incroyable ce qu'ils racontent. Oui, Sobel. De nouveau, je crois qu'à moitié. Parce que, non mais je vais dire, je ne suis pas sûre que cette histoire de larmes, que ça descend, on ne le voit pas tellement cette histoire que les mecs, quand on pleure, parce que je crois plutôt que quand on pleure, les mecs ils deviennent plutôt agressifs. On n'a pas vu que l'agressivité. Donc, il est dit, d'accord.